Bonjour à tous et bienvenue. Donc, nous partons pour une deuxième table ronde. Deuxième table ronde, donc un vol d'1h30, je serai votre commandant de bord cette fois-ci, sur le sujet refonder le souverainisme, comment, pourquoi. Alors, je vous avoue que le sujet a un petit côté comptable, hein, c'est-à-dire qui, où, comment, où. Bon, ça fait un peu grand livre, mais c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité et à la fois national et international. Parce que au niveau international, depuis 1945, nous sommes dans une grande phase souverainiste, en fait. La décolonisation, et même pendant la guerre froide, malgré la glaciation des deux blocs, les tendances souverainistes se font jour. Qu'on pense à Budapest en 1954, à Prague 1968, l'attitude de la Roumanie à l'égard de l'URSS, bref. 56, excusez-moi, 56. Excusez-moi. Oui, c'est effectivement 56. Donc, nous sommes dans une phase en fait souverainiste de l'histoire de l'humanité, et même après, dans les années 90, il y a un parallèle assez étonnant à faire entre la consolidation de la construction européenne en Europe de l'Ouest et, parallèlement, l'indépendance et la souveraineté des pays d'Europe centrale et orientale, voire même parfois par détachement de l'URSS elle-même. Donc, nous sommes dans une phase souverainiste au niveau international, et nous sommes au niveau national également dans une phase souverainiste, puisque nous pouvons faire désormais, au bout de 20 ans après la fin de la consolidation de l'Union européenne, c'est-à-dire 2007, un bilan des suites de l'explosion de la supergéante rouge-bleue Chevènement, Pasqua, Séguin et de Villiers, qui a donc donné naissance à une nébuleuse, qui a distribué ses matériaux et qui a permis aux différents souverainistes de donner des noms d'oiseaux, et de prendre des notes derrière des colonnes dans des salles de conférence. Donc, maintenant qu'on a posé un peu le cadre, bilan de 20 ans de souverainisme, et bien en fait on ne sait pas trop où on va en réalité. Et donc dans ces conditions, il est peut-être temps de poser les bases d'un renouveau, hein, comme Bruno, d'un renouveau pour les 20 ans prochains en fait. Dans ces conditions, je dirais que la caractéristique première du souverainisme, c'est sa radicalité. C'est-à-dire une idée simple. On part d'une idée simple qui est assez radicale, qui est tranchante, qui est de dire nous cherchons la plus grande liberté possible pour une nation, son peuple et son État. Grosso modo, c'est ça. Alors dans notre cadre, à nous, Européens, c'est surtout vis-à-vis de l'Union européenne, mais c'est pas uniquement vis-à-vis de l'Union européenne en réalité, c'est vis-à-vis de toute tendance ou toute tentation supranationale. Et dans le cadre de cette radicalité, je dirais que la principale qualité des souverainistes, c'est leur ténacité. Hein, pour les souverainistes, c'est toujours le temps des cerises, ce qui n'est pas pour déplaire à certains d'ailleurs. Donc la ténacité des souverainistes, et il faut dire que c'est une ténacité qui, dans notre cadre français, est particulièrement bienvenue. Alors pourquoi ? Deux phénomènes se conjuguent. D'abord, la France tend à l'anomie, c'est-à-dire à la disparition de la norme commune. On s'éloigne de plus en plus. Et en même temps, comme dirait le poète, la légitimité de l'action publique tend à décroître, et son efficacité aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a un hiatus entre la formation des opinions politiques et leur représentation dans les institutions. Donc nécessairement, le super-pouvoir dont vous disposez tous, c'est-à-dire la légitimité, se voit amoindrir. Donc, dans ces circonstances, l'idée des souverainistes, c'est de permettre de retrouver l'efficacité et la légitimité de l'action publique au travers, justement, de la plus grande liberté possible d'une nation, de son peuple et de son État. Et ça me fait toujours penser, et je terminerai là-dessus, au discours qu'avait tenu Roosevelt, donc Franklin, en 1932, pour défendre le New Deal à l'université d'Oglethorpe d'Atlanta, donc je crois que c'est le 22 mai 1932, si ma mémoire est bonne, où il concluait par ces mots. Alors je vais vous épargner l'anglais parce qu'on ne sait jamais, il pourrait y avoir Sébastien Chabal derrière la porte d'entrée qui pourrait venir me plaquer parce que je parle en anglais en France. Bon, la référence est un peu vieille, ce qui n'est pas bon signe. Hein. Donc Roosevelt concluait par ces mots. Il disait « Le pays a besoin, et si je ne méconnais pas son tempérament, demande, exige des mesures et une expérimentation forte et permanente. Le bon sens veut que nous sélectionnions une méthode et que nous l'appliquions. Si elle échoue, avons-le franchement et appliquons-en une autre. Mais par-dessus tout, essayons. » Et je pense que ça va être le mot d'ordre de cette table ronde et d'une manière générale du souverainisme à l'avenir, ça va être d'essayer. Et aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à cette question. Refonder souverainisme, pourquoi faire, comment et avec qui ? Alors,
vous vous doutez qu'un troisième invité est prévu, mais il a un petit peu de retard parce qu'il était très occupé. Donc Jean-Philippe Tanguy va nous rejoindre au cours du processus. Donc je vous demanderai lorsqu'il arrivera de l'applaudir comme vous allez applaudir nos invités que je vais m'empresser de présenter. Donc vous avez à ma droite, immédiatement à ma droite, Monsieur Jérôme de Sainte-Marie, donc sondeur de carrière, auteur, aujourd'hui enseignant à l'Institut catholique de Paris, si je ne me trompe pas, et également depuis peu à l'école Éméra du Rassemblement national. Voilà. Vous direz si vous avez des précisions supplémentaires. Et à mon extrême droite, disons ainsi, c'est pour la boutade. Donc à droite de Monsieur de Sainte-Marie, Charles-Henri, que je ne présente plus, qui est président de Reprendre le contrôle et qui a été effectivement candidat dans la Nièvre. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais Jérôme de Sainte-Marie a également été candidat dans la première circonscription des Hautes-Alpes. Je vous demande de les applaudir, bien entendu. Voilà. Merci. Et je vais lancer tout de suite le sujet. Donc, le souverainisme, pourquoi, comment? Alors d'abord, le souverainisme, c'est quoi? Avant de savoir s'il faudrait le refonder, il faudrait savoir ce qu'il faudrait refonder. Bonjour à tous. Alors, une correction et une remarque. Alors, la première correction, c'est Jérôme Sainte-Marie et non pas de Sainte-Marie, donc j'y insiste. La seconde chose, la seconde remarque, c'est que nous avons été tous les deux candidats et tous les deux battus, ce qui nous vaut, contrairement à M. Tanguy, d'être à l'heure. Donc, c'est déjà quelque chose d'important. Pour vous répondre, alors je ne suis pas en total accord avec ce que vous avez dit, et je vais, plutôt que vous contredire, je vais essayer d'expliquer mon point de vue. D'une part, la première chose, c'est que le souverainisme, quelque chose qui ne devrait, pour ainsi dire, pas exister. C'est-à-dire que le souverainisme est la condition de la démocratie, mais en soi, comment dirais-je, c'est une condition de la démocratie auquel on ne s'intéresse que lorsqu'il y a une oppression ou, disons plus raisonnablement, une limite, en l'occurrence la limite européenne. Mais en quelque sorte, dans une période politique normale et pour une nation qui vit normalement, le souverainisme ne devrait pas être un sujet. C'est la condition de l'action politique. On devrait beaucoup plus être là en train de discuter sur le contenu de cette action politique décidée démocratiquement et librement par nos institutions. Malheureusement, ce n'est pas le cas et nous devons donc être souverainistes. Moi, personnellement, et ce n'est pas une radicalisation, je ne m'exprimerai pas comme cela dans un média, mais en réalité, ma conception, enfin, comment dirais-je, mon existence politique est une existence nationaliste. Disons les choses comme elles sont, c'est-à-dire l'affirmation d'un nationalisme, un nationalisme sur des bases, comment dirais-je, républicaines, sur des bases françaises, et dans une situation où effectivement l'existence de la nation est menacée par des facteurs extérieurs et intérieurs. Donc c'est un nationalisme comme il y a par exemple le nationalisme irlandais, auquel on trouve toutes sortes de vertus, moi particulièrement, et qui n'est pas un gros mot. Le souverainisme, c'est ce que j'utilise dans les médias pour dire à quel point je suis quelqu'un d'aimable et de fréquentable. Mais en réalité, c'est du nationalisme et point à la ligne. Quand on parle de refondation du souverainisme, moi je vous propose, je pense qu'il y a deux âges de souverainisme français, en tout cas dans ma période d'existence au cours des 30 dernières années. Et pour faire la césure entre ces deux âges du souverainisme, je vais vous proposer une date modestement historique, c'est le 12 octobre 2022. Alors qu'est-ce que c'est que le 12 octobre 2022 ? C'est un événement tout à fait pittoresque, c'est la remise de... c'était quoi exactement ? Commandeur de la Légion d'honneur, les insignes de commandeur de la Légion d'honneur au Palais de l'Élysée par notre président Emmanuel Macron à Jean-Pierre Chevènement. C'est intéressant le 12 octobre 2022 parce que c'est ce moment où on voit bien ce qui sépare l'ancien souverainisme du nouveau et les deux périodes. Qu'est-ce qu'a été le souverainisme à l'époque où moi-même j'étais chevènementiste, c'est-à-dire, bon, comme j'étais sondeur, je ne pouvais pas trop m'engager politiquement, mais enfin, bon, souverainisme, justement, ça ne mangeait pas trop de pain, je pouvais y aller à peu près ouvertement, et entre 92 et 95, j'animais une section du mouvement des citoyens, et j'avais la plus vive admiration
après Maastricht et après la première guerre du Golfe, pour Jean-Pierre Chevènement. Et peu à peu, cette admiration s'est légèrement dissipée, et le 12 octobre 2022, elle n'était plus tellement présente, il faut bien le dire. Pourquoi ? Parce que vous aviez autrefois, et nous en sommes sortis aujourd'hui, et c'est pour ça que je crois que nous sommes rassemblés, il y avait une économie politique du souverainisme. On menait, en tant que souverainiste, des combats que l'on perdait. Ça d'ailleurs a donné un bouquin de David Degouille qui s'appelle « Nos guerres perdues », je crois. Et quand on les gagnait par un miracle, c'est-à-dire comme en 2005, on se laissait déposséder de nos victoires assez facilement. C'est le congrès de 2008 qui n'a pas provoqué tellement de rupture, en fait, si on y réfléchit bien. Et Jean-Pierre Chevènement a continué sa carrière. Philippe Seguin, je ne sais pas s'il était encore vivant à l'époque, mais en tout cas, voilà, était très occupé dans ses fonctions à faire appliquer les règles imposées par l'Union européenne, etc. Donc, si vous voulez, vous aviez une économie du souverainisme qui n'était pas antipathique. C'était quoi exactement ? On menait des combats. Généralement, on les perdait. Pendant ce temps-là, des entrepreneurs politiques accumulaient un capital médiatique, un capital militant. Ils attiraient des braves gens comme moi qui allaient militer chez Chevènement. Et une fois ce capital, comment dirais-je, établi ou réactualisé, ils allaient voir le chef à gauche comme à droite. Ils allaient voir le chef de la gauche comme de la droite pour réinvestir ce capital, avoir 20% d'émotion au congrès PS ou au congrès de je ne sais pas quoi, et avoir 3 postes ministériels, parfois intéressants, comme le ministère de l'Intérieur. Et ça faisait des carrières politiques à des niveaux plus ou moins élevés assez importants. Et avec une bonne conscience parfaite, on était la gauche souverainiste, on était la droite souverainiste. C'était très agréable, on écrivait des bouquins qui étaient pas mal, on faisait des séminaires qui étaient formidables, et on avait une identité d'un confort absolument extraordinaire. Ça, c'était le souverainisme d'autrefois, sans franchir, à l'époque, du clivage gauche-droite, comment dirais-je, triomphant. Je me moque, ça avait des vertus. Au moins, des combats étaient menés contre les traités commerciaux internationaux, étaient menés contre Maastricht, étaient menés pour toute une série de choses. C'était valable, ça permettait un partage d'idées, etc. Mais au niveau politique, c'était, pour dire le moins, velléitaire. Voilà. Velléitaire, et puis comme ça rime, utilitaire aussi. Donc c'était pas non plus, si on y réfléchit, pas extrêmement brillant. Et moi je fais partie de ceux qui pensent que ce 12 octobre 2022 n'est pas du tout un reniement de Jean-Pierre Chevènement, mais au fond l'aboutissement logique d'une carrière qui a toujours été sur ce mode-là. Je ne fais pas une fixation sur Chevènement. Évidemment, comme j'étais chevènementiste, on a toujours ce petit côté revanchard, mais ça serait valable pour toutes sortes de personnalités que je ne citerai pas. Tout a changé à partir de 2017. Et 2017, vous avez un changement radical, c'est la thèse de mes bouquins, mais je ne crois pas qu'elle soit entièrement démentie actuellement. C'est-à-dire que là, c'est beaucoup moins confortable. Vous avez un candidat qui est tout européiste, s'appelle Macron. C'est le discours du 12 juillet 2016 à la mutualité. Moi, je n'ai pas du tout de détestation pour Emmanuel Macron. Et en plus, il a une qualité imminente, c'est qu'il est d'une franchise déconcertante. Donc, il dit ce qu'il va faire et il essaye de le faire. Et si on considère que son projet était d'abandonner autant que faire possible tous les pans de souveraineté de la France par rapport notamment à l'Union européenne, on peut considérer que son bilan est une franche réussite. Donc, si vous voulez, c'est pas si mal. Enfin, il a annoncé un truc, il avait une clientèle politique et sociale pour le faire. Il a tenté de le faire et il y est plutôt parvenu. Bon, bravo, si j'ose dire. C'est pas si mal. Le problème, c'est qu'en face, c'est qu'il a placé tout le monde. À ce moment-là, vous avez un candidat donc tout européiste et une candidate en face qui, comme vous l'avez compris, a désormais mes faveurs, c'est-à-dire Marine Le Pen, mais que l'on peut critiquer pour d'autres choses. Mais enfin, on peut considérer, malgré tout, certains parmi vous, je le sais, considèrent que ça ne va pas assez loin, qu'il y a eu des abandons, des ceci, on pourrait en discuter, mais qui, en tout cas, est considéré par ceux d'en face comme étant profondément souverainiste, et en tout cas qui a appelé à voter non lorsqu'il fallait appeler à voter non, c'est pas si mal. Eh bien, à ce moment-là, c'était beaucoup plus compliqué pour les souverainistes de l'ancien âge. Il fallait choisir. Il fallait plus être
de la gauche souverainiste ou de la droite souverainiste, mais il fallait être souverainiste avec une sensibilité de gauche ou une sensibilité de droite, face à des européistes avec une sensibilité de gauche ou une sensibilité de droite. Le coût social, le coût politique, et même d'ailleurs, comment dirais-je, le déchirement psychologique parfois, était infiniment plus violent. Ça s'est passé de manière assez simple. Les électeurs souverainistes, pour l'essentiel, ont basculé du côté de, du côté de Marine Le Pen et de la force qu'elle représente. Et le souverainisme d'en haut, si j'ose dire, lui, a hésité. Montebourg ne sait toujours pas où il se trouve. D'autres, que je ne citerai pas, mais à droite, ne savent toujours pas où ils sont. J'attends avec intérêt de savoir si Julien Aubert est quelque part ou ailleurs, etc. Tout ça hésite, tout ça trouve toujours, évidemment, que les souverainistes réels, les souverainistes ne sont pas comme ça. Et donc le souverainisme actuel est en train de devenir une forme de trotskisme. C'est-à-dire que de la même manière que les trotskistes ont passé leur temps à dénoncer le socialisme réel, en trouvant qu'effectivement ça allait pas assez loin, ça allait trop loin, c'était pas bien, c'était trop méchant, etc. Bon, maintenant on ne sait pas où il se trouve. De la même manière, le danger du souverainisme actuel, c'est de devenir un trotskisme. C'est-à-dire de devenir une série de querelles, une série de chapelles, pardon. Il se trouve que je connais bien le trotskisme aussi. Il se trouve une série de chapelles qui se déchirent, qui ont une production littéraire, une production, comment dirais-je, scripturale, sans aucun rapport avec leurs forces réelles, et qui trouveront toujours qu'effectivement, les forces se réclamant peu ou prou de leur idéal ne sont pas à la hauteur. Eh bien moi, je ne suis pas un adepte du socialisme réel, comme vous l'avez compris, mais en tout cas, je crois qu'effectivement, on avait autrefois un souverainisme qui avait sa logique, et qui ne pouvait pas forcément en avoir une autre à l'époque du clivage gauche-droite ultra dominant, mais que persévérer dans cette forme d'économie politique depuis 2017 confine, comment dirais-je, sans utiliser de jugements moraux, confine en tout cas à l'inutilité et condamne encore une fois le souverainisme à devenir un néo-trotskisme. Voici. Merci. Charles-Henri, est-ce que tu as quelques mots sur le sujet ? Je vais essayer d'être court. Juste pour reprendre sur le début, sur la sémantique, mais je pense que c'est intéressant pour l'avoir en tête, et notamment ce que commençait à évoquer Jérôme, à savoir les 50 nuances de souverainisme. Le premier, c'est que indépendance ne veut pas dire être souverain. Il y a tout un tas de micro-États dans le monde qui sont sur le papier indépendants, mais qui ne sont pas souverains. Et on le voit même avec le Royaume-Uni du Brexit. Donc, comme on se situe souvent le souverainisme vis-à-vis de l'Union européenne, le Royaume-Uni du Brexit a repris le contrôle vis-à-vis de l'Union européenne, mais on ne peut pas dire que le Royaume-Uni soit souverain sous tout un tas de pans, notamment sur le plan économique, sur le plan industriel. Le Royaume-Uni est très dépendant. C'est pour ça que le souverainisme, je le mets même au-delà et au-dessus de la question de la simple relation avec l'Union européenne, ou même quelque part du Frexit, si on va dans ce terme-là, parce que avoir une souveraineté intégrale, et en particulier à l'heure actuelle, à l'heure de la mondialisation sur le plan économique, c'est un travail de 15 ou 20 ans, là où se détacher d'une institution, quelque part, c'est instantané, mais ça ne fait pas recouvrir sa souveraineté du jour au lendemain. Ça donne les moyens de pouvoir recouvrir sa souveraineté, mais on n'est pas pour autant souverain. Donc c'est dans ce cadre-là, à mon avis, qu'il faut l'envisager, la souveraineté. Alors évidemment, il y a la dimension théorique, il y a aussi la dimension pratique et stratégique. La souveraineté, elle doit s'appliquer sur toutes les thématiques, et notamment les thématiques que vous voyez derrière nous. Et je pense que c'est au niveau de la stratégie le meilleur moyen de convaincre les Français de la nécessité du souverainisme, parce que honnêtement, quand vous allez sur le terrain et quand vous faites une campagne électorale, comme ce que nous avons fait, je peux vous dire qu'il n'y a personne, absolument personne, qui vous parle de l'Union européenne ou qui vous parle du souverainisme. Ce sont des notions qui sont très abstraites pour une majorité de Français, et les gens, ils vous parlent de quoi ? Ils vous parlent du pouvoir d'achat, ils vous parlent d'immigration, ils vous parlent de sécurité. Et donc quand vous parlez de souveraineté, c'est par ces thématiques et avec ces propositions que vous allez amener les gens à la question, à la nécessité du souverainisme. Charles-Henri, je t'arrête, parce que notre dernier invité est arrivé, donc il faut l'accueillir. Je vous demande d'applaudir Jean-Philippe Tanguy, qui est député de la version française, élu dans
la 4e circonscription de la Somme. Et donc je pense que c'est par le concret que l'on va arriver justement à la question du souverainisme. Après, il y a la question des 50 nuances de souverainisme et de est-ce qu'il faut être le plus radical possible ou la question de qui est le plus radical. Et là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire. Il y en a qui veulent être à chaque fois le plus possible dans la pureté. Et en réalité, il y a quoi ? Il y a plusieurs problématiques. Parce qu'il y a le côté trotskiste, effectivement, il y a 50 000 chapelles qui, le peu de fois elles se regroupent, mais elles ne pas se regrouper, pèsent de l'ordre de 1%. Et il y a le navire amiral du souverainisme, c'est ce qu'a évoqué Jérôme, qui est à l'heure actuelle, dans le cadre des 3 blocs politiques, le Rassemblement national. Et donc, la question de l'Union européenne, évidemment qu'elle est fondamentale, même si, je l'ai dit, le souverainisme va au-delà de la question de l'Union européenne, mais quelque part, on ne va arriver qu'à cette question-là, ou pour intéresser les Français, ou pour convertir les Français, ça rejoint ce que j'ai dit ce matin aux adhérents. La question de l'Union européenne, à l'heure actuelle, d'une part, elle n'intéresse pas les Français. Et quand vous avez une question, la sortie est minoritaire. Vous êtes, selon les sondages, entre 30 et 40%. Et donc, vous allez amener les Français avec vous uniquement, justement, par la réalité et par les faits. C'est-à-dire, quand vous êtes au pouvoir et que vous souhaitez mettre en place vos politiques d'un point de vue immigration, d'un point de vue énergie, d'un point de vue même du pouvoir d'achat, vous savez pertinemment que vous allez avoir des obstacles de Bruxelles. Et c'est dans ce moment de vérité, en réalité, que vous avez amené avec vous les Français au souverainisme. Donc d'un point de vue de stratégique, en fait, ils me font penser quelque part aux gauchistes qui rêvent à chaque fois du grand soir. Mais en fait, on peut attendre le grand soir pendant des années. Pendant cela, ce sont les Français qui trinquent. Mais on peut amener des avancées concrètes. Et je pense que c'est par le pouvoir, par des avancées concrètes et par des confrontations qu'on amènera les Français avec nous vers le souverainisme et pas par un souverainisme complètement abstrait qui ne parle pas aux gens. Ce matin, Monsieur Sainte-Marie, je comparais les chapelles souverainistes aux monarchies du début du XXe siècle. Puis c'est vrai que la comparaison avec les trotskistes est très bonne également. On n'est pas dans le même corps, mais ça y ressemble. Alors, je vais relancer sur cette question, et comme ça Monsieur Tanguy pourra également intervenir. Donc on a pu identifier ce qu'était le souverainisme, du moins dans les grandes lignes. Maintenant, avec qui en fait fait-on ce souverainisme, et donc qui en fait serait souverainiste? Alors je ne parle pas simplement de la militance politique, je ne parle pas simplement des gens qui s'engagent politiquement. Je parle aussi, et évidemment je pense à vos ouvrages sur la question, Monsieur Sainte-Marie, mais sur qui vote, qui fait partie de ce bloc national, de ce bloc souverainiste, de ce bloc populaire, qui justement a pour premier bien, en fait, pour première valeur, la nation. Ouais, quelle entrée, merci pour cette vaste sujet. Déjà, écoutez, toutes mes excuses d'abord pour mon retard. Nous étions en train de finaliser le vote en commission du budget. Voter contre, évidemment. Puis on a fini sur le prélèvement en faveur de l'Union européenne. Donc comme quoi, parfois, il y a des signes. Et merci pour organiser cette rencontre, cet échange. Merci à toi, Charles-Henri Gallois, pour ce que tu fais, pour aussi ta vigilance. On aurait aimé t'avoir avec nous en affaires finances, en commission finance. Je pense que ta connaissance fine, sans flagornerie, tout le monde peut le savoir et tout le monde le constate, y compris nos adversaires, sur les réseaux nous serait bien utile en commission finance. Et j'espère qu'on te retrouvera parmi nous très vite, avec d'ailleurs Jérôme, puisque lui aussi, il lui a fallu très très peu de voix pour nous rejoindre au Parlement, et on a besoin de l'aide de tous. Et je suis très heureux aussi que collectivement on se soit réunis, effectivement, dans le cadre de ce bateau amiral qu'est le marinisme et le Rassemblement national, qui, on y reviendra sans doute, et défend autant qu'on peut le souverainisme français, mais tout simplement aussi le respect tout simplement de la démocratie et le respect des électeurs. Alors, qui est-ce qui vote pour la nation ? C'est difficile parce que vous savez, aussi dans notre rapport qu'on a avec les Françaises et les Français, il faut toujours faire attention à ne pas donner de leçons. On devient vite arrogant,
dans notre rôle aussi d'opposition systématique à la construction européenne, au mondialisme qui vont de pair, à la mondialisation des échanges, des circulations des êtres humains, des capitaux, évidemment, la spoliation des idées de la propriété artistique, de la propriété intellectuelle. On y revient. Bon, c'est facile pour nous vite de devenir très arrogants et de dire nous on a eu raison sur tout, ce qui est vrai sur l'essentiel, et tous les autres sont des traîtres, des saloperies. Alors, au quotidien, ça se passe différemment. Regardez, quand on va voir les parrainages des maires, si on n'avait pas des maires courageux, qui ne sont pas forcément souverainistes 100% du temps, qui ont accordé des parrainages à M. Asselineau, à M. Dupont-Aignan, à Marine Le Pen, fut un temps à M. Chevènement, fut un temps à M. Pasqua, s'il avait été au bout de sa démarche, parce qu'il avait les parrainages, contrairement à ce qu'il a dit, on ne pourrait pas y arriver. Et ces 500, 600, 700 maires qui vous soutiennent, ils ne sont pas forcément d'une pureté idéologique telle qu'on voudrait l'avoir, mais heureusement qu'on a leur soutien. Au quotidien, vous pouvez avoir des soutiens de chefs d'entreprise qui veulent défendre la France, qui ont bien conscience qu'il y a des problèmes de construction au niveau européen, qui perçoivent bien au quotidien dans leur travail qu'un certain nombre de normes étouffantes, de restrictions, de concurrence déloyale viennent de cette mauvaise construction européenne, voire de la construction européenne toute court d'ailleurs, mais ont quand même peur ou voient les limites aussi d'un souverainisme absolu, mais heureusement qu'ils sont là pour nous aider. Pareil pour les agriculteurs, pour les pêcheurs, pour les ouvriers, pour les salariés, bref. Au quotidien, vous ne rencontrez rarement des gens qui sont d'une pureté idéologique, et d'ailleurs, chacun estime qu'il est plus pur que l'autre. Donc, avant qu'on travaille ensemble, combien de fois on s'est engueulé sur les réseaux sociaux en disant « Oui, tu es moins bien souverainiste que moi, parce que tu n'as pas voté ci, tu n'étais pas à cette réunion, tu as pensé ci. » Bon, tout ça peut être vrai d'ailleurs, mais ce n'est pas très intéressant, puisque ce qui est intéressant, c'est comment on défend nos compatriotes et comment on défend notre beau pays. On a eu de très belles victoires, qu'il ne faut jamais oublier, le référendum de 2005, et puis on n'a jamais réussi à les transformer. Voilà. Donc moi aussi, pourquoi est-ce que j'ai eu cette démarche, d'abord avec M. Dupont-Aignan, puis après avec Marine Le Pen? C'est que si vous voulez, on peut toujours penser, comme l'a dit Charles-Henri Gallois, qu'on a raison sur tout, et ne pas tirer de conséquences de nos propres échecs. Pourquoi est-ce que, alors que dans tous les sondages, peut-être que Jérôme en a déjà parlé, les Français, dans tous les sondages, ils sont contre la construction fédéraliste. Ils ont voté contre avec le référendum. Ils ont toujours été contre la mondialisation économique, y compris quand c'était à la mode dans les années 90. Vous aviez un pôle de résistance dans le monde occidental, pendant que toutes les opinions publiques, États-Unis, Canada, tous les autres pays européens, Japon, étaient sur une ligne mondialiste. Il y avait, même quand ils n'étaient pas mondialistes d'ailleurs, comme le Japon et l'Allemagne, leur opinion publique l'était. Les Français étaient contre. Ils ont toujours été contre le libre-échange absolu, toujours très méfiants sur l'ouverture des frontières. Bref, on a toujours eu une opinion publique avec nous plutôt souverainiste, sur la critique de la finance extrêmement dure, sur l'immigration. Ils ont ressorti un sondage, je crois, de l'IFOP des années 60. Déjà dans les années 60, les Français étaient pour le contrôle strict de l'immigration. Donc on a toujours eu l'opinion avec nous. Et on n'a jamais réussi à le transformer en victoire politique. Donc on peut dire que c'est la faute, c'est que nos ennemis sont plus brillants que nous. J'ai pas l'impression qu'ils sont spécialement brillants. On peut dire que les Français n'ont rien compris. Je pense qu'ils ont très bien compris. Ou on peut essayer de se remettre en cause. Donc les difficultés qu'on a eues dans le camp souverainiste, c'est les divisions permanentes, c'est les désaccords sur la place de la virgule dans le manifeste qu'on n'a jamais réussi à finir, c'est les égos, non, c'est moi devant la scène, et puis voilà, c'est se saboter entre eux, c'est-à-dire faire perdre un ami, type, pas moi, un villiériste, en pensant qu'on allait prendre sa place, ou ne pas aider le Rassemblement National, ou même avant le Front National, parce que s'il perdait avec des billards à 3 bandes, on prendrait sa place, et puis non, rien du tout. Donc sabotage, voilà, parce qu'il y a eu du sabotage dans les 30 dernières années entre nous, des croche-pattes, des espèces de recherche d'alliances fantaisistes avec Arnaud Montebourg, ou je ne sais quelle personnalité qui, parce qu'il avait dit 3 mots favorables au contrôle des usines, tout en soutenant François Hollande, qui était pour le coup le contraire chimiquement pur de tout ce qu'on disait, une espèce de dérotomanie malsaine pour ce genre de personnes, parce qu'ils ont eu un petit mot aimable, plutôt que de préférer Marine Le Pen, qui était d'accord avec 99% de ce qu'on disait. Bon bref, on peut faire la liste longue. Nous, on a voulu avancer. Donc moi, je suis très content qu'on avance ensemble. Et maintenant, il faut se préparer à une échéance qui arrive demain, à savoir peut-être une crise sur les finances publiques, elle peut arriver. Peut-être une crise après, parce que même s'il y a une espèce de budget qui aurait passé pour des raisons que je ne m'explique pas, en tout cas pas notre faute, il y aurait une espèce de prolongation de ce mauvais jeu de rôle. Soit parce qu'il y a une dissolution en juin, juillet. Voilà, donc il faut être prêt demain. Donc,
Vous avez un président qui, à mon avis, a montré ses qualités sur le terrain. J'espère qu'il y aura d'autres candidats de votre mouvance qui seront candidats ou qui voudront l'investiture de la coalition autour de Marine Le Pen, si possible des femmes, parce qu'on a aussi besoin de candidates, parce que je finirai là-dessus. Notre dernière raison pour laquelle aussi on est passé à côté de l'opinion publique, c'est qu'on était les champions pour être d'accord avec 90% du plus important, ce que pensaient les Français, et être complètement à la ramasse sur 10%, à savoir la question sociétale. Là, pour le coup, il y a quand même une responsabilité du villiérisme. Je peux le dire, puisqu'il est encore présent sur la scène politique, donc il pourra se défendre le cas échéant. Le fait d'avoir été complètement caricatural sur toutes les questions qui relevaient de l'égalité homme-femme, sur toutes les questions qui relevaient de l'égalité civile autour des droits des homosexuels, d'être complètement caricatural sur un certain nombre de droits, MeToo, enfin pour tout un tas de problèmes. Il ne s'agit pas d'être woke et d'être dans la surenchère. Mais à chaque fois que nos adversaires, Mitterrand, François Hollande, nous ont mis un gros trou, d'ailleurs il le disait, vous savez ce que disait, c'est Jean-Paul Huchon qui avait raconté ce que pensait François Mitterrand de nous. Il disait: je fais un gros trou, je mets des pics dedans, j'ai même pas besoin de mettre des branches et des feuilles, il tombe tout seul dedans. Voilà. Donc ça, c'était la spécialité souverainiste, c'est s'empaler sur des sujets où on peut penser ce qu'on veut, c'est pas ce que je dis, mais qui sont quand même pas prioritaires par rapport à la souveraineté nationale, la défense de notre armée, de notre industrie, de notre agriculture, le pouvoir d'achat des gens, notre liberté juridique, notre capacité de contrôler nos frontières, bref, tous les sujets essentiels. Donc ça, c'était nos spécialités. On en est sorti. Mais encore aujourd'hui, aux dernières élections, vous l'avez vu, la moindre petite polémique qui, de près ou de loin, peut nous renvoyer à des caricatures, à des images que les Français ne veulent pas voir revenir, à une vision de la société qui n'est pas celle d'une majorité de Français, nous fait chuter. Donc il faut être très vigilant sur ces questions, et donc il faut toujours finalement, pour répondre à la question après cette longue digression, être toujours du côté tout simplement du peuple, voilà, être au service du peuple, et vraiment être au service du peuple, savoir s'oublier, oublier parfois certaines de nos opinions pour être à son service. Dit comme ça, c'est très simple. Au quotidien, c'est pas facile parce que bon, souvent, quand on fait de la politique, on est quand même des égos sur pattes. Alors dans ce cadre, si on doit refonder le souverainisme autour de l'idée centrale de mettre de côté donc à la fois les virgules acérées et les égos surdimensionnés, dans quelle matrice prendrait place cette refondation du souverainisme et autour de quelle idée centrale en fait? Qu'est-ce qu'il faudrait pour, je dirais, à la fois écarter les divisions restantes et parvenir aux 50% plus une voix en fait? C'est-à-dire remporter la victoire. Que vous pensez, je crois, Monsieur Sainte-Marie, pardon, décidément, elle est dure celle-là, que vous pensez imminente, en tout cas prochaine. Je la pense possible, je la pensais aussi possible il y a quelques mois, donc vous savez, on peut se tromper. Voilà. Pardon ? Voilà. Donc, alors, mon mode de raisonnement, je pense qu'on parle chacun par où on a travaillé dans notre rôle social, etc. Moi, c'est ni d'être député éminent, ni d'être économiste, mais d'être simplement électoraliste ou sondeur, si on préfère. Je vais m'inspirer cette fois-ci également de François Mitterrand. François Mitterrand, il était confronté à un problème important, la gauche était confrontée à un problème important dans les années 60. Dans les années 60, face au gaullisme et face à la droite qui se reconstituait, la gauche, notamment autour de gens comme Popren, ont multiplié les cercles, les colloques pour essayer d'arriver à une unité idéologique de la gauche leur permettant de s'unir. Évidemment, les uns étaient atlantistes, les autres étaient affidés à Moscou, etc. Ça ne pouvait pas marcher. Ils ne représentaient pas les mêmes catégories sociales, ils n'avaient pas les mêmes valeurs. Il y a toutes sortes de conflits par rapport auxquels les petites divergences entre souverainistes sont vraiment des brindilles. Ils ne pouvaient pas y arriver. Et puis un jour, il y a un politicien particulièrement discrédité, à savoir vieillissant, qui plus est, ringard parmi les ringards, perclus d'affaires, qui s'appelait donc François Mitterrand, qui a réussi à prendre le pouvoir à Épinay. Et à Épinay, le congrès d'Épinay n'est pas du tout un congrès idéologique.
Le congrès d'Épinay s'est remporté, bon, à travers pas mal de magouilles en réalité, et avec l'appui d'un souverainiste important, puisque c'était M. Jean-Pierre Chevènement et le CRS, mais s'est remporté autour d'une idée simple. C'est remporté François Mitterrand, qui a été élu dans la Nièvre initialement contre un candidat communiste, qui était anticommuniste, qui était atlantiste, tout ce qu'on veut. Lui, il arrive en disant, bon, vos histoires, vos comités, vos trucs, etc., ça n'arrivera jamais à rien. Moi, ce que je vous propose, c'est une stratégie très simple, l'alliance au second tour entre les communistes et les socialistes. C'est le point de départ d'Union de la gauche. Et derrière, on fera un programme commun. Si vraiment vous voulez un programme, on fera un programme commun et on mettra des trucs, on se disputera là-dessus. Il y aura plein d'experts ravis de travailler là-dessus. Mais le congrès d'Épinay se gagne sur l'idée toute simple. La Constitution de la Ve République impose des reports de voix de second tour et on doit faire des reports de voix entre communistes et socialistes. Évidemment, le dernier des notables radicales-socialistes appartenant à la SFIO, mais qui veut maintenir son poste, je vais citer Périgueux pour tout à fait au hasard, eh bien il dit c'est pas bête ce qu'il dit ce François Mitterrand, et si on faisait alliance avec les Cosaques et les Staliniens, ça serait peut-être pas bête, parce que comme ça je garde mon poste à Périgueux. Et donc, si vous voulez, c'est ça. À un moment donné, il faut être réaliste. Et c'est comme ça, c'est à partir de cela que la gauche l'emporte. Première comparaison, c'est cela. C'est celle, d'abord, il faut prendre le pouvoir pour avoir le pouvoir d'État. Et une fois que nous aurons le pouvoir d'État, nous pouvons effectivement discuter avec l'Union européenne et avec nos partenaires de manière, efficace. Et le pouvoir d'État ne se prend pas forcément avec les positions les plus pures. Parce qu'inversement, les positions les plus pures ou la recherche de la pureté peut empêcher de prendre ce pouvoir d'État et laisser indéfiniment les choses se dégrader. Donc pour une fois, ça serait bien la première fois que je le dirais, et la dernière, inspirons-nous de François Mitterrand. Non, ça sera pas la dernière. Parce qu'il y a un autre exemple de François Mitterrand très intéressant, c'est 84. En 84, situation radicalement différente. François Mitterrand est au pouvoir, il écrase complètement, le Parti socialiste écrase tout le monde, et à partir de là, il n'a plus besoin de faire le moins de programmes communs avec les communistes. Or, jamais, plus il s'éloigne d'ailleurs de la ligne communiste, et plus les communistes sont serviles à son égard. Parce qu'ils n'ont plus le choix. S'ils veulent garder la mairie de ceci ou de cela, ils sont obligés de se conformer. Ce qui fait que jamais l'alliance électorale n'a été aussi solide après 84 entre socialistes et communistes, à l'époque où il n'y avait plus et de moins en moins de convergence idéologique jusqu'à ce que l'idéologie communiste disparaisse complètement. Ce que je veux dire, or, nous sommes en quelque sorte avant 80, au moment d'Épinay, c'est-à-dire qu'on doit effectivement constituer des alliances pour, ce qui d'ailleurs a commencé à être fait, pour justement prendre le pouvoir, et je crois que tout ce qu'on pourra faire comme alliance autour de ce qui est de fait le navire amiral, le Rassemblement national, est bon à prendre. Ça s'appelle un rassemblement d'ailleurs justement. Et ensuite, effectivement, il n'est pas la peine de se poser la question de trop composer idéologiquement. Le problème n'est pas là, pour une raison toute simple, et j'en finirai par là, puisque la question m'a été suggérée, pour une raison toute simple, c'est que notre pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir du Rassemblement national, qui est quand même considérable aujourd'hui dans la vie politique, il tient certainement au talent de ses dirigeants, mais il tient aussi d'abord et avant tout au choix des électeurs. Comme souvent, les choses viennent du bas vers le haut. Nous avons été choisis par des masses électorales, notamment des masses populaires, qui avaient voté non en 92, qui avaient voté non en 2005, qui ont un rapport qui n'est pas forcément entièrement conscientisé, mais qui est extrêmement profond à la nation, et qui ont choisi le Rassemblement national face à d'autres couches socioculturelles qui, de manière, elles, malheureusement, souvent beaucoup plus conscientes, n'ont plus grand-chose à faire de la nation. Si on reste sur la question du comment parvenir au pouvoir, c'est ce qu'ont évoqué Jérôme et Jean-Philippe. C'est pas passé loin. La dernière fois, c'est pas passé loin. Et finalement, on voit que sociologiquement et au niveau même des idées, quand on regarde les sondages sur les grandes idées,
protectionnisme, effectivement, frontières, immigration, les idées en fait portées par le camp patriote sont déjà largement majoritaires. Ce qu'on appelait historiquement le plafond de verre du Front National puis Rassemblement National, on vous expliquait de toute façon ils ne pourront jamais gagner. Ça a été d'ailleurs tout un discours du souverainisme historiquement pour essayer de discréditer le RN en disant qu'ils n'arriveront jamais au pouvoir. On voit que tout ceci, ça ne marche plus. Enfin, il suffit de regarder les résultats électoraux. Évidemment, il y a des bastions des grandes métropoles qui restent compliquées, mais quand on regarde tout ce qui est France rurale et périphérique, je veux dire, il y a tout un tas de circonscriptions où, au premier tour, c'était entre 38 et plus de 50%, parce qu'il y a eu, je crois, une vingtaine d'élus au premier tour. Oui, au moins une vingtaine d'élus au premier tour. Donc, on voit bien que ce plafond de verre, en fait, ne marche plus. Et qu'est-ce qui manque pour transformer l'essai, c'est-à-dire pour passer à la fois au niveau national lors d'une élection présidentielle et également lors d'élections législatives de passer la majorité absolue dans une majorité de circonscriptions. Il y a eu, et on en a discuté, ça a été reconnu, des erreurs parfois de choix de candidats au niveau national avec les délais de temps qui existaient. Donc ça, c'est une organisation quelque part et quelque chose qui peut être corrigé relativement facilement. Et après, le procès qui est souvent fait, c'est celui du procès en compétence, qui est, entre nous soit dit, assez amusant quand on regarde le bilan de la Macronie et le bilan de nos adversaires qui osent encore le procès en compétence. C'est assez amusant. Et je pense que c'est là, et d'ailleurs j'ai entendu une très bonne interview de Jérôme Sainte-Marie sur ce sujet, sur Frontières, je pense que c'est là aussi où il y a une dimension pour briser le dernier étage de ce plafond de verre, c'est sur la question de la compétence. Et je pense que c'est là encore où on peut rassurer les Français, parce que quand on regarde d'un point de vue des sondages, les catégories socio-professionnelles, le RN est déjà largement majoritaire chez les ouvriers, chez les employés modestes, chez les agriculteurs. Et la catégorie qui est la plus difficile, c'est notamment celle des retraités, où on le sait en plus, c'est cette catégorie-là qui va le plus voter. Et donc, cette catégorie-là, elle a besoin en fait d'être rassurée. Et une des pistes qu'avait évoquée dans cette interview Jérôme Sainte-Marie, que je trouvais très bonne, c'est pourquoi pas, typiquement lors d'une élection législative, annoncer, peut-être pas le gouvernement en entier, mais une équipe gouvernementale pour rassurer les Français, leur montrer que le Rassemblement national est prêt à gouverner. Je pense que ça peut faire la différence, en plus d'une exemplarité sur tous les sujets qui ont été évoqués. Ça peut faire la différence pour convaincre, ne serait-ce que 4 ou 5 points de retraités qui feraient évidemment la différence pour arriver au pouvoir. Donc il y a beaucoup de choses encore à faire, il y a beaucoup de choses à réaliser, mais en gagnant en crédibilité, en compétences, étant donné que idéologiquement on est déjà majoritaire, le camp patriote, je pense que c'est une question de mois, une question d'années avant que notre camp gagne enfin et transforme les différents essais, notamment celui de 2005. Poursuivons un peu sur cette lancée de la crédibilisation en réalité du souverainisme ou de l'accroissement de sa crédibilité dans l'opinion. C'est-à-dire il faudrait que les Français voient dans les souverainistes, les patriotes, le Rassemblement national, un mouvement en mesure de prendre le pouvoir et de le prendre et de l'exercer d'une meilleure manière que aujourd'hui le grand centre, l'hypercentre. Donc, tu évoquais Charles-Henri sur citation de Jérôme Sainte-Marie, une sorte de shadow cabinet à la mode britannique. Quelles seraient les autres pistes en fait pour accroître la crédibilité de nos discours, de nos positions et de nos représentants? Je n'ai pas parlé exactement de shadow cabinet, parce que ça, shadow cabinet, c'est un truc compliqué et à mon avis, c'est très piégeux. C'est très piégeux. Je pense malgré tout que la difficulté, enfin le fait qu'on ne pouvait pas ou qu'on ne voulait pas, plus probablement annoncer qui allait être ministre était peut-être une difficulté. J'en suis désolé, c'est pour la 3e fois, ça m'arrive jamais que je vais citer François Mitterrand. Quand j'étais adolescent, j'avais été frappé, j'avais pas l'âge de vote. À l'époque, il y avait des grandes affiches, 4 sur 3, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Et à Nice, en 1980, j'avais vu, moi j'étais très politisé, je souhaitais la victoire de François Mitterrand en l'occurrence, mais bon, après je l'ai regretté. Mais j'avais été frappé par le fait qu'il y avait des grandes affiches où on voyait des messieurs. Généralement, c'était en costume marron, côtelé, avec des cravates ignobles, etc. Nous étions en 1981. Et donc, c'était des messieurs qu'on ne connaissait pas. C'était, alors je ne sais plus quel était le slogan socialiste, et c'est des messieurs qu'on ne connaissait pas et qu'on allait connaître. Il y avait peut-être Delors, il y avait peut-être, je ne sais plus qui, Jack Lang, il y avait des gens comme ça, il y avait le type. C'était des gens totalement inconnus. Mais là, à l'époque, il y a beaucoup d'argent en politique, donc on pouvait faire des affiches pour un oui, pour un non, etc. Et en fait, ça servait à quoi, ces affiches ? C'est des gens qui ont été connus ensuite, ou qui ont été connus, il y avait le ministre des Affaires étrangères de l'époque, tout cela. Enfin, celui qui allait devenir. Ça ne servait qu'à une seule chose. Aucune de ces personnalités n'a fait gagner de voix, puisqu'on ne les connaissait pas. Ça voulait simplement dire, regardez, si je suis élu, alors que la gauche n'avait pas été au pouvoir depuis 26 ans, j'ai un gouvernement qui est prêt. Ça, c'est le premier point. Donc, je ne crois pas du tout à un shadow cabinet, ça serait totalement casse-gueule. Et puis, il y a un groupe, il y a des orateurs, etc., qui sont ça pour ça. Je pense que c'est pas adapté, un shadow cabinet n'est pas adapté au système politique français. Ça, c'est le premier point. Le second point, alors, pour les questions sociétales peut-être, je crois quand même que la France a peur actuellement. La France a peur d'un point de vue économique. Il y a eu un exposé qui a été fait précédemment qui a bien montré la terrible situation budgétaire, productrice, etc. de la France. Et malheureusement, plus les Français sont pessimistes par rapport à la situation économique, plus d'ailleurs ils critiquent l'instauration de l'euro, et moins ils veulent en sortir. Et j'étais frappé sur les questions qui sont posées régulièrement sur le couple franco-allemand. Plus l'Allemagne nous fait les poches au niveau industriel, s'il en reste encore à prendre, et plus les Français sont attachés au couple franco-allemand en pensant que l'Allemagne est encore une locomotive et que ça nous sert en quelque sorte. Plus on s'appauvrit, plus on se désindustrialise, et plus on devient psychologiquement dépendant, notamment les retraités, en disant comme ça permet de garantir. Ça, c'est un point important à avoir en tête. Et dernière chose, j'ai constaté, c'est pas du tout, peut-être un petit peu, mais pas essentiellement par flagornerie que je le dis, j'ai constaté sur le terrain dans les Hautes-Alpes notamment, et puis dans mon entourage aussi, l'extraordinaire popularité de Tanguy, sincèrement. Alors, c'est vrai que bon... Non, sincèrement, et c'est pas seulement pour Silence pour la France, tout ça est très rigolo, mais c'est pas ça le point essentiel. C'est que Jean-Philippe Tanguy parle énormément, parmi nos orateurs, parle énormément d'industrie et d'économie. Je crois sincèrement que c'est ça qui fait une aura que j'ai constatée encore une fois dans les militants de base, dans les Hautes-Alpes, etc. Parce que justement, ce discours sur l'économie est très attendu. Les gens sont d'accord avec nous sur l'immigration, 66%, ils sont d'accord avec nous sur la sécurité, ils sont d'accord avec nous sur le délitement général de l'État, ils sont d'accord avec nous sur le délitement de l'école, etc. Mais ils nous attendent sur l'économie, et c'est vrai que je pense que c'est pour cela que Tanguy bénéficie actuellement de cette aura populaire qu'il doit à ses multiples talents, mais je pense essentiellement à celui-ci. Bon, bah écoute, c'est gentil. Hein, bon. Non, mais en tout cas. Ah, bah, qui sont nombreux, puis vous n'avez pas vu la fin. Mais, pour revenir à ce qui était dit, le souverainisme, c'est quoi aussi ? Bon, ça vient du Québec, mais c'est pas innocent comme origine. Beaucoup parlé de Mitterrand, je pense qu'il faut aussi parler du général de Gaulle. Si vous reprenez de Gaulle, qui est quand même le souverainiste avant que le terme existe, qu'est-ce qu'il fait fondamentalement quand il est au pouvoir ? C'est qu'il redonne petit à petit confiance en eux-mêmes aux Français. Il leur dit pas la France sera telle que je veux qu'elle soit, comme un caprice. Elle leur dit on va reconstituer, vous parlez du budget et des finances, on va faire en sorte que les finances de la France soient redressées et qu'on redevienne souverain dans notre budget et dans notre système fiscal. On va recréer une industrie autonome. On va avoir une agriculture qui est enfin souveraine. Ça faisait 2 siècles que ce n'était pas le cas. On va avoir l'arme nucléaire. On aura une armée qui, sans être évidemment l'équivalent des États-Unis, aura une autonomie stratégique. On aura une diplomatie qui, tout en étant dans le camp occidental, et ça a été profondément réaffirmé à de nombreuses reprises par le général de Gaulle, aura son autonomie. On sera dans l'OTAN, on ne sera pas dans le commandement intégré de l'OTAN. Et si je donne cet exemple, qui est certes facile pour nous tous, mais c'est aussi parce qu'il est connu de tous les Français,
c'est qu'il a petit à petit, strate par strate, avec un travail de fond, redonné confiance aux Français en eux-mêmes. Et inversement, comme l'a dit effectivement Jérôme, plus les Français sont affaiblis, moins ils ont confiance en eux, et plus paradoxalement, ils renoncent à ce qu'ils sont. Voilà. Et là où il y a aussi un sentiment d'urgence, c'est que certains peuples, je ne vais pas les citer parce que je ne veux pas être désagréable, ont renoncé à ce qu'ils étaient. Il y a des peuples qui, de toute évidence, se sont installés dans une soumission à un certain nombre de systèmes de protectorat, ne cherchant plus à être autonome sur rien, acceptant d'être durablement dans une seconde classe. Moi, je ne les juge pas, hein, chacun fait ce qu'il veut de son destin. Hein. Mais il ne faut pas croire que parce que les Français ont été grands, glorieux, qu'on le sera tout le temps. Hein. Donc il y a aussi quand même ce sentiment d'urgence qu'il y a un moment, à force de pleurer sur l'industrie, il n'y en a plus. Hein. À force de pleurer sur l'agriculture, là cette année on sera même plus excédentaire dans notre balance commerciale agricole, y compris avec les vins et spiritueux, il n'y en aura plus. Et il ne suffit pas de claquer des doigts pour refaire de l'élevage, pour refaire de la culture, pour refaire des filières agricoles. C'est très très long, parce qu'on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on a perdu. Donc ce chemin du souverainisme, plutôt que de se poser des grandes questions, il est tout simple. Si dans votre programme politique, vous rétablissez l'école, et si vous faites des citoyens émancipés, formés, qui ont un sens critique, vous êtes souverain. Si vous faites une industrie qui est capable de produire un certain nombre de biens essentiels, sans tout produire et dans le délire inverse qui est ridicule, vous redonnez confiance aux gens et vous êtes de facto souverain. Si vous avez une agriculture qui est relativement autonome et qui, dans le cadre d'échanges évidemment, est capable de tenir la dragée haute à ses partenaires, vous êtes souverain. Si vous avez 5% du PIB qui est dans la recherche, que vous avez que vous faites de l'innovation, que vous créez de la valeur ajoutée et que vous êtes donc capable de négocier des produits, que vous êtes les seuls capables à faire par rapport à d'autres, vous êtes souverain. Voilà. Bref, en fait, la souveraineté, c'est pas juste faire des colloques, voilà, c'est concrètement dans le programme comment on y parvient. Et là où je trouve que les souverainistes, y compris Debout la France quand j'y étais très injustes avec Marine Le Pen, c'est pas pour faire de la fargonnerie comme le dit Jérôme, mais qui est-ce qui a tenu le crachoir au système pendant qu'on était tous en faire des colloques, c'est elle. Qu'est-ce qui était à 90% des plateaux télé avec deux pauvres porte-parole qui se battaient en duel parce que personne ne voulait l'aider, c'était eux, y compris quand il y avait des erreurs. Nous aussi on en a fait des erreurs. Donc on les a pas aidés. Donc en fait le système, quand tu dis que je peux aider sur l'économie, qu'il y a Edwige qui peut aider sur d'autres questions, que Jordan Bardella évidemment quand même est devenu la deuxième personnalité ou première personnalité politique préférée des Français en seulement 5 ans, c'est bien la preuve que Marine Le Pen voulait qu'on l'aide. Qu'elle voulait qu'il y ait avoir des gens qui l'aident, qu'elle n'était pas là pour écraser les autres. Moi, je ne vois pas, excusez-moi, de talents ou de gens qui voulaient travailler avec Marine Le Pen qui se sont fait écraser par le Rassemblement national, comme l'avait dit Dupont-Aignan, Asselineau, Villiers, pour trouver une excuse pour ne pas y aller. Jordan Bardella, il est bien à côté de Marine Le Pen. Votre serviteur, il est bien à côté de Marine Le Pen. Et plein d'autres. Même Philippot, quand il était avec Marine Le Pen, je ne peux pas dire qu'il a manqué d'exposition médiatique. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Donc, à qu'un moment, il y a eu cette volonté d'hégémonie. Donc, quand on accepte en fait de mettre nos égos de côté pour l'intérêt général, ce que Marine Le Pen sait faire, ça fonctionne. En tout cas, ça va dans le bon sens. Je ne vais pas parler à ta place. Mais enfin, quand Charles-Henri Gallois est venu dans la coalition, je n'ai pas l'impression qu'il ait été écrasé. On ne lui a pas demandé de ne pas organiser ce colloque sur une ligne politique qui n'est pas exactement celle du Rassemblement national. De l'autre côté, moins souverainiste, Éric Ciotti, qui nous a rejoint, il y a encore un papier ce week-end, nous dit moi je tombe de ma chaise. En fait, Marine Le Pen, elle me laisse faire ce que je veux. Du moment que l'accord général est respecté. C'était le cas. Moi, j'étais pendant 4 jours, 15 heures par jour en commission finance sur mon fauteuil, j'ai les fesses plates, là, tellement on ne bouge plus pendant... j'étais à côté du représentant d'Éric Ciotti, Géraud, et il a voté plein de trucs pas comme nous, ça ne nous a pas empêché à la fin d'avoir une position commune d'intérêt général. Il a pu voter des choses, on en a voté des choses, mais on était d'accord sur l'essentiel. Donc en fait, le chemin, je vais vous dire, la bonne nouvelle, c'est qu'il est assez simple. Et je pense que la prochaine fois, on peut vraiment gagner. Il y a des fois, on ne pouvait pas gagner. Parce que aussi, il ne faut pas être trop dur avec nous-mêmes, je ne vais pas être trop long non plus, mais moi, j'entends les critiques. Évidemment, il faut des critiques pour s'améliorer. Mais vous savez, moi je le crois, et c'est aussi sans doute notre côté gaulliste, il y a aussi un moment où le peuple, il est prêt à aller dans une voie où il n'est pas prêt. Et ça ne dépend pas toujours des dirigeants politiques, même s'il faut faire le maximum. Parfois, le peuple français, il a aussi besoin de réfléchir collectivement au chemin qu'il veut prendre. Quand on ne peut pas changer une nation, on ne peut pas changer de bord comme ça. Il faut qu'elle aille vers un chemin. Donc plus vous lui donnez confiance dans ce chemin, le temps que lui-même vienne à vous, vous pouvez y arriver,
De Gaulle, on réécrit toujours l'histoire par la fin. Enfin, le général de Gaulle, la traversée du désert, elle dure pas 6 mois. Hein. La traversée du désert, sauf erreur, elle dure 14 ans. Oui. 12 ans, pardon, excusez-moi. Elle dure 12 bonnes années, hein, presque 13. Bon, bah, on s'en fout. Mais je veux dire, c'est long. Et contrairement au mythe qu'il a voulu faire, il n'a pas attendu à Colombey, dans le téléphone caché à Yvonne, qu'on l'appelle. Évidemment qu'il manœuvrait. Mais ça aurait pu pas marcher. Donc on peut toujours écrire quelque chose par l'histoire, repenser. Il faut beaucoup d'humilité. Il faut aller à l'essentiel. Je crois qu'on y va. C'est quand même la bonne nouvelle. Il n'y a pas besoin de se flageller. Je crois qu'on est tous sur le bon chemin collectivement. Qu'on va y arriver. Et la vraie question en fait qu'on peut se demander, même s'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est quand même préparer le moment où on va y arriver. Parce que pour le coup, si je reprends l'exemple de Mitterrand, ils n'étaient pas forcément prêts et ils ont beaucoup trahi. Pas forcément, peut-être, moi aussi, j'ai beaucoup d'humilité aussi par rapport aux autres. Je me dis, il y a sans doute des gens sincères qui ont échoué. Donc il faut essayer de comprendre, il y a des ordures évidemment, mais il n'y a pas que des ordures. Voilà. Moi je le vois au quotidien, dans les élus, il y a des gens qui ont échoué parce qu'aussi c'était pas préparé psychologiquement à l'exercice du pouvoir. Moi je crois qu'aussi la grande force de Marine Le Pen, c'est qu'elle s'est vraiment préparée à cet exercice du pouvoir, aller à l'essentiel, faire des bons choix. Et là-dedans, il faut vraiment l'accompagner, il faut l'aider. Donc une fois de plus, moi, c'est pas là de prêcher la bonne parole. Si vous vous sentez capable, si vous avez envie d'aider, tout en gardant votre identité propre autour de votre mouvement avec Charles-Henri, il faut y aller. Voilà. On a besoin d'aide, on a besoin de support, on a besoin de conseils, on a besoin d'idées. Ça ne veut pas dire qu'on prend tout, mais on a besoin aussi de cette émulation commune. Et je pense sincèrement que tout se passe bien, que tout va bien, et que franchement, il y a une bonne nouvelle, il y a un chemin. Et là, il y a vraiment le dernier coup de collier à donner. Merci. Bon, c'est très bien parce que Jean-Philippe Tanguy boucle et rebondit sur ce que j'ai évoqué en introduction, c'est-à-dire essayer, par-dessus tout, essayer. Donc, et en fait, nous expose à un souverainisme qui se voit, un souverainisme en fait du quotidien, qui a des manifestations concrètes. On va passer aux questions. Alors, je vous demanderai d'être très précis, très rapide, parce qu'on a 20 minutes. Ah oui, on a 20 minutes, puisqu'on a jusqu'à 17h30, donc il faut qu'on rende la salle à 18h. Je suis vraiment désolé. Je vous demande d'abord d'applaudir, évidemment, nos invités qui ont fait l'effort de se déplacer, même après 15 heures par jour et les fausses plates. Donc, je vous remercie. Ou voir qui ont fait beaucoup de trajets pour venir. Enfin, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Et on va passer aux questions. Donc, je vous rappelle, concision, rapidité et une vraie question. Bonsoir messieurs, Brice Amar, député suppléant de l'Oise et vice-président de Impulsion Gaullisme. Donc je vais rebondir sur les propos de monsieur Tanguy. On voit souvent les républicains qui se réclament du gaullisme alors qu'ils sont adhérents du PPE, qui prévoit dans ses statuts au préambule à l'article 1 la promotion de l'Europe fédérale. Donc ne pensez-vous pas que le gaullisme, avec son attachement à la souveraineté, mais aussi avec son aspect social, le gaullisme social, pourrait être l'avatar idéal de notre combat pour le souverainisme, à condition de confronter les LR à leurs contradictions idéologiques, notamment avec l'aide des ciotistes, potentiellement? Ça va être assez rapide là-dessus. Je pense que le moment actuel politique a amené une clarification. Maintenant, LR est complètement fondu dans le macronisme. Donc les derniers qui pouvaient avoir des illusions sur un prétendu gaullisme au sein de LR, je pense qu'ils vont vite en revenir. Alors il y a une partie qui est partie avec Éric Ciotti, mais il y a une grande partie qui avait déjà quitté le navire depuis bien longtemps pour aller entre autres au Rassemblement national. Et il suffit de voir de toute façon, avant même cette fongibilité totale dans la Macronie qui est maintenant sur la place publique, LR ne représente plus guère que 5%. Donc il n'y a plus grand-chose en fait électoralement de LR. Et LR était déjà, pour parler comme Macron, en état de mort cérébrale. Maintenant, je pense que c'est acté et qu'il n'y a plus qu'à débrancher. Effectivement, moi, on les connaît bien. Pour moi, je viens de Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan, et donc on venait de l'UMP. Bon, donc historiquement, c'est des gens qu'on connaît par cœur. Ils ont tué littéralement de chagrin Charles Pasqua, Philippe Séguin, pardon. Bon, Charles Pasqua avait laissé tomber, fini sa vie comme il voulait la finir.
je ne crois pas que les gens soient dupes du gaullisme de LR. Hein. Bon, LR, si vous voulez, ils ont une rente de situation. Ils arrivent à magouiller pour se retrouver avec un scrutin à 2 tours. Quand ils survivent au premier tour, ils passent au deuxième parce qu'ils ont une espèce de c'est le haut négatif, si vous voulez, de la vie politique française. C'est une espèce de receveur universel, quoi. Donc c'est le bon. C'est A positif, je me suis trompé. Bon, enfin bon, la blague est la même. Voilà, bon, donc ils reçoivent beaucoup, ils donnent jamais rien. Et en soi, ils sont le représentant de cette aile bourgeoise qu'a tué aussi le général de Gaulle. Bon, si vous voulez, il suffit de le dire, il faut le dire avec le sourire, il n'y a pas besoin de leur chercher querelle. Et puis ceux qui sont courageux, qui viennent avec nous, ils finissent par venir. Donc vous voyez, les ciotistes, ils sont venus et c'est bien. Après, bon, il y a une autre tradition aussi. Bon, ça sert à rien de mentir aux gens. Bon, historiquement, le Front National n'est pas un parti gaulliste. Historiquement, c'est un parti qui s'est fait non pas contre l'idéologie du gaullisme social ou de la souveraineté sociale, sur le choix de l'Algérie. Bon, voilà. Bon, la question de l'Algérie, elle est finie. Donc ça sert à rien de continuer à se diviser, machin. On s'est tous réconciliés. L'histoire a fait son office. Et la figure du général de Gaulle aujourd'hui, y compris au Rassemblement national, c'est une figure gaullienne. Bon, et d'ailleurs aussi, nous, en tant que gaullistes, le temps ayant passé, et il faut couvrir les blessures de l'histoire et passer à autre chose, on peut aussi reconnaître que le général de Gaulle, pour une raison d'ailleurs que je ne comprends pas malgré tous les textes et les mémoires qu'il a pu laisser, a eu un comportement avec les rapatriés d'Algérie, les harkis, qui reste un mystère et qui a provoqué effectivement des fractures qui ont pu mettre des gens contre lui. Le général de Gaulle n'est pas un dieu et nous encore moins. Voilà, mais tout ça est réglé. Et il faut aller de l'avant et il faut se retrouver autour de figures aussi tutélaires qui donnent confiance aux Français. Et d'ailleurs, moi, quand je vois que la circonscription de Jaurès avait voté pour le Rassemblement national, que la circonscription de Mitterrand, d'ailleurs, a largement voté Rassemblement national, bon, Clémenceau, la circonscription de Clémenceau, c'était Paris. Bon, mais ça, c'est peut-être pas demain la veille. Bon, ce sera l'exception qui confirme la règle. Juste un tout petit point sur d'électoralistes et de sondeurs sur les LR pour donner effectivement la mesure de leur faiblesse. Alors je ne sais plus à combien de députés on est LR maintenant. Quarantaine. Dans le Figaro d'hier, il y avait un dossier intéressant sur l'efficacité du Front républicain qui montrait de très loin que c'était les LR qui avaient le plus profité du Front républicain. Il faut savoir que les 2/3 des actuels, et ils ne sont pas nombreux, députés LR, les 2/3 ont été élus grâce au Front républicain, c'est-à-dire fondamentalement grâce aux macronistes et à la gauche. Donc, il y a juste un tout petit point, là-dessus je pense qu'on sera peut-être d'accord. Je suis toujours frappé quand je lis la presse, notamment, etc., qu'on n'a jamais autant parlé de la droite au sens LR du terme qu'au moment où elle n'existe le moins. Oui, bonsoir, merci messieurs. Ma question, elle est pour vous, monsieur Sainte-Marie, parce que je sais que vous avez beaucoup travaillé la question. Déjà, je me permets très brièvement de vous remercier d'avoir assumé et réhabilité le terme de nationalisme, ça fait du bien. Ma question est la suivante. La période des 10-15 dernières années a été la période du populisme, c'est-à-dire d'un clivage vertical entre ce que vous avez appelé le bloc populaire et le bloc élitaire. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que ce clivage tend à se dissiper au profit d'un nouveau clivage gauche-droite, ou est-ce que vous pensez qu'il est encore pertinent et que le souverainisme peut encore l'utiliser pour se développer ? Alors, je vais répondre devant Jean-Philippe Tanguy attentivement, d'autant plus que c'est ce que j'ai dit déjà à Agde il y a 2 ans devant l'ensemble des parlementaires. Il faut faire très attention. Je vous remercie déjà de votre propos qui me flatte, bien entendu, mais il faut faire très attention à l'utilisation des termes. Les termes de l'analyse politique ne sont pas les termes du discours politique. Je considère que le souverainisme, fondamentalement, comme le gaullisme d'ailleurs, c'est avant tout un nationalisme. Il faut dire les choses comme elles sont. Jean Touchard le disait déjà d'ailleurs pour le gaullisme, c'est un nationalisme, on trouve des mots comme ça. Mais évidemment, le mot nationaliste n'est pas utilisable dans le discours politique. Il renvoie à des expériences fortement décriées et pour d'excellentes raisons. Premier point, le mot souverainiste, lui, est très utile dans nos échanges, mais il n'est absolument pas compris. J'ai fait des études qualitatives. La plupart des gens pensent que les souverainistes sont des royalistes, parce qu'ils entendent souverain. C'est incroyable. Donc, voilà. Et dernière chose, alors là, c'est une autocritique. Je crois que jamais, je le dis très clairement, jamais je crois que mon analyse en termes de bloc n'a été aussi vraie. D'autant plus que la réconciliation, en quelque sorte,
ce qui gênait un peu cette analyse en termes de bloc, c'était surtout le fait que la bourgeoisie était divisée entre macronistes et gens de droite. Là, aujourd'hui, elle est réconciliée. Donc, c'est vraiment admirable. C'est-à-dire, ça n'a jamais été aussi vrai, je pense, cette analyse bloc élitaire, bloc populaire, d'un point de vue analytique. Ça n'a jamais été aussi peu utilisable en termes politiques. Pour une raison toute simple, c'est que bloc populaire, ça fait front populaire. Et les gens croient que le bloc populaire, c'est le vote populaire ou le front populaire. On ne peut pas reprocher aux gens de ne pas s'intéresser à Gramsci, à tout cela, c'est quand même, ils ont autre chose à foutre. Et donc, à partir de là, ça signifie tout simplement que ce n'est pas utilisable. Donc, si vous voulez, moi, je déconseillerais très très fortement aux leaders du Rassemblement national, dont je ne fais pas partie, mais d'utiliser ce terme de bloc populaire. Ça devient très minorant. Mais effectivement, cette polarisation sociologique, c'est-à-dire entre effectivement un bloc bourgeois et un bloc plus populaire, n'a jamais été aussi vrai. En n'oubliant pas ce que j'ai essayé d'écrire depuis le départ, mais évidemment le titre fait oublier le contenu, que le terrain de bataille, une fois qu'on a identifié ces deux blocs qui représentent 50% de la population, eh bien le terrain de bataille, ce sont les classes moyennes et les retraités. Et que effectivement, si on brandit le mot bloc populaire pour essayer d'avoir le vote des retraités et des classes moyennes, on rend un grand service au bloc élitaire. Voilà. Monsieur, et après il reste je vous prierai de vous rappeler qu'il nous reste moins de 10 minutes, donc soyez efficaces. J'aurais une question courte qui s'adresse à la fois à vous, M. Sainte-Marie, et M. Tanguy. Elle est la suivante. Au moment où vous êtes proche d'accéder au pouvoir, mais vous n'êtes pas encore accédé au pouvoir, le risque, question un petit peu provocante, mais le risque n'est-il pas, en essayant de passer sous les radars sociétaux ou en faisant un peu trop de, je dirais, sociologie électorale et qui peut parfois aller vers le clientélisme électoral, je suis provocateur à dessein, ne risquez-vous pas d'apparaître comme n'ayant pas suffisamment de courage, d'une part, ce qui vous empêcherait en réalité d'accéder au pouvoir, et lorsque vous seriez au pouvoir, est-ce que cela ne vous priverait-il pas de ce que les Français attendent d'une alternance, c'est-à-dire affronter des problèmes qui sont absolument colossaux? Merci. Juste un point, je pense qu'effectivement, y compris d'un point de vue analytique et d'un point de vue sémantique, d'un point de vue d'efficacité, il faut essayer de comprendre. Alors, si une des raisons pour lesquelles ces termes, dont je viens de dire, ne fonctionnent pas vraiment, c'est peut-être qu'ils n'ont pas non plus d'écho. J'ai essayé dans un article que la gentillesse de me consacrer Marianne après ma campagne, d'essayer de trouver quelque chose de plus englobant qui renvoie à la fois à ce que j'ai essayé de lu et ce que j'ai appris en campagne, parce qu'une campagne électorale, on apprend quand même beaucoup de choses. Hein. Eh bien, je crois que Jean-Philippe d'ailleurs l'avait lu, je pense que des thèmes transversaux peuvent être, et qui sont reliés à l'intérêt national, peuvent être très importants. Bien entendu, l'immigration, la sécurité, etc. J'en fais pas l'impasse là-dessus, mais là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais je crois notamment que le thème de la production, comme condition de la grandeur nationale, ce thème de la production qui est un terme interclassiste, qui va du petit artisan ou du salarié jusqu'au chef d'entreprise, etc. Ce thème de la production et tout se mettre à la production parce que c'est la grandeur de la France, parce que comme l'a rappelé Jean-Philippe Tanguy, un des grands moments qui a permis notre indépendance nationale, ça a été aussi, je crois que c'était en 65, quand on rembourse nos dettes, ça doit être 65, la stimulation de la production par le général de Gaulle n'était pas liée à une fascination pour les grosses turbines, c'était bien effectivement l'idée d'avoir effectivement un État, une nation indépendante. Donc j'ai suggéré, mais ça fait partie de la boîte à idées, hein, des choses qu'on échange, ce thème de la production comme un thème fédérateur et un thème dynamique et surtout un thème positif. Et c'est un thème qui n'est pas trop, disons, galvaudé par le macronisme. Moi, je comprends votre question, mais moi, je pense que le courage, justement, c'est déjà d'avoir parfois avoir le courage de froisser nos bases. Hein.
Quand Marine Le Pen rompt définitivement avec son père, c'est difficile. C'est pas du tout facile. D'ailleurs, qui pensait qu'elle allait le faire? Moi, je pensais pas qu'elle le ferait. C'est là où je me suis dit, il faut que j'aille aider cette femme d'État. Parce que avoir fait ça, moi, je pensais pas qu'elle le ferait. Donc, c'était très courageux. Avoir le courage de dire, écoutez, sur l'euro, on a peut-être eu une approche qui n'a pas été comprise des Français. Donc, reconnaître devant 60 millions de personnes après un débat qui n'a pas du tout été aussi mauvais que nos ennemis l'ont dit, mais qui était difficile, avoir le courage de reprendre ce bâton de pèlerin, de repartir devant sa base, de repartir devant ses électeurs, de repartir devant les médias et de reprendre avec un programme qui a le même objectif de souveraineté, mais avec des modalités différentes. Moi, je trouve ça courageux, humainement et politiquement. Avoir le courage de dire à ceux qui voudraient qu'on ait une position caricaturale sur l'immigration, oui, on va contrôler l'immigration, mais non, ce ne sera pas une espèce de mesure qui sortent de la boîte et qui n'ont aucune applicabilité. C'est courageux parce qu'il y a des gens qui auraient pu partir ailleurs. On les a réussi à les convaincre, mais il fallait les convaincre une fois encore. Quand vous avez le courage de dire aux gens de la Manif pour tous, écoutez, votre combat, il avait sa respectabilité, pour ceux évidemment qui n'ont pas dérapé dans l'homophobie, mais ce n'était pas le cas d'une grande majorité. Ceux qui ont défendu leurs convictions avec tolérance, écoutez, il va falloir aller vers un autre chemin parce que la société française va vers cet autre chemin, c'était courageux. Voilà, c'était très courageux. Donc moi, j'ai pas eu du tout l'impression, et je pourrais multiplier les exemples, encore assumer aujourd'hui qu'on interdira le voile dans la rue. Combien de personnes qui viennent nous dire, on peut dire, des conseillers de deuxième tour, qui viennent vous dire, oui, pour gagner, il faudrait que tu renonces à la lutte contre l'islamisme, parce que je sais pas quoi, il y a un vote caché pour Marine Le Pen dans les banlieues. Bon, sans doute, mais enfin, je pense que ceux qui votent Marine Le Pen dans les banlieues, c'est ceux qui veulent s'assimiler, ou qui se sont assimilés, qui aiment la France, ou qui veulent aimer la France, et qui n'ont pas spécialement envie d'obliger les femmes à se voiler. Bref, mais ça, c'est courageux. Donc, je n'ai pas du tout l'impression qu'on est dans une démarche au contraire. Je crois que c'est pour ça que ça fonctionne, en fait, parce que moi, souvent, je vois au Parlement, à l'Assemblée nationale, encore pendant 5 jours, nos adversaires qui ricanent, quand on prend une position qui, soi-disant, va déplaire à notre électorat. Par exemple, là, on a proposé 3,4 milliards de coupes dans les opérateurs. Alors la gauche ricanait en disant « Oh, vous ne pouvez pas l'assumer ». Si, on assume. Et je pense que les gens sont capables d'entendre qu'il faut faire des coupes sévères. Quand, dans le mauvais service public, quand on dit on va supprimer 2 échelons administratifs, il y a des gens qui ne sont pas contents. On le dit, qui d'autre le dit? Donc moi, je ne suis pas du tout inquiet. Je pense au contraire qu'on le voit avec Mélanie, qui n'est pas du tout pour le coup ma famille politique, mais que le courage, au contraire, c'est payant. Donc j'essaie de comprendre pourquoi Mélanie est encore aussi populaire en ayant, pas forcément fait tout ce que les gens peut-être attendaient d'elle. C'est que visiblement, les gens se disent, elle est courageuse, au moins elle sait où elle va, et avec elle, on a confiance. Alors il ne s'agit pas du tout de suivre le programme de Mme Mélanie, puisque de toute façon, Marine Le Pen, dès le premier soir, à ceux qui étaient très contents, y compris dans nos rangs, a dit, attendez, Mme Mélanie, c'est pas notre famille politique, même si ce serait bien plus facile pour les médias de dire on a gagné en Italie. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avoir une colonne vertébrale, des convictions, je crois que c'est ça que les gens attendent, et que c'est pas du tout rasé gratis. J'en finirai là. Là où je pense que les gens, à juste raison, en veulent beaucoup au système politique sortant, c'est pas parce qu'ils leur ont imposé des sacrifices, c'est qu'on a fait des sacrifices pour rien, et pour le déclin. Quand De Gaulle il dit, oui, on va couper dans les dépenses, on va faire un budget à l'équilibre, c'est pas facile, surtout qu'à l'époque, dans les années 60, si vous voulez, c'est pas vraiment le même niveau de vie et le même niveau de dépenses pour les gens. Donc c'est des sacrifices, là, au premier sens du terme, même si aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens dans la difficulté. Ils l'ont fait, mais c'était pourquoi? C'était pour redresser le pays. Donc moi, j'entends la réforme depuis que je suis né. Mais pour faire quoi? C'est des réformes sur réformes, des sacrifices sur des sacrifices pour rien. Donc les gens, ils veulent bien faire un effort si ça sert à quelque chose. Et j'ai pas du tout, et je pense que nos adversaires en fait ont tellement de mépris pour le peuple français qu'ils les croient incapables de faire des efforts pour la grandeur, alors que c'est eux qui sont incapables de faire le moindre effort pour la grandeur de la France. Eux, les élites, pseudo-élites. Alors, moi j'ai une question pour les trois anciens candidats. Et de votre retour terrain, donc Charles-Henri, tu parlais ce matin de l'accueil qui était très favorable en sortie d'usine. Et c'est assez évocateur avec ce qu'écrit Jérôme Sainte-Marie dans ses ouvrages sur une vraie adhésion sociologique qui est claire sur les classes populaires. Ça, c'est acté. Les classes qui appartiennent plutôt à ce qu'on pourrait qualifier de bloc élitaire sont maintenant acquises au macronisme qui a réconcilié les bourgeoisies entre guillemets des deux rives. On a l'immense continent des retraités et l'arbitre au milieu qui sont les classes moyennes. De votre expérience à vous de candidat, comment est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à faire basculer cet arbitre dans notre camp? Est-ce qu'il s'agit d'une question de fond du discours, de forme du discours ou les deux?
Alors effectivement, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, j'évoquais lors de la campagne les accueils qui étaient excellents à toutes les sorties d'usines auprès des agriculteurs. Donc là, on voit vraiment qu'on est en terrain conquis. Enfin, les sorties d'usines dans la Nièvre, il y avait 9 personnes sur 10 qui prenaient le tract et qui me disaient qu'ils allaient voter pour moi. Donc c'est vous dire l'ampleur du phénomène. Pour ce qui est de conquérir les classes moyennes, il y a les retraités dont on a parlé, il y a la dimension de la crédibilité et de la compétence dont on a parlé, qui peut aider. Il y a malheureusement les faits, mais la détérioration de la situation qui nous donne raison. En termes de pouvoir d'achat, malheureusement, ça ne va pas s'améliorer. Or, qui est le mieux identifié sur la question du pouvoir d'achat, c'est le Rassemblement national. Au niveau des faits, il y a aussi malheureusement la dégradation d'un point de vue sécuritaire et migratoire. Là aussi, il n'y a pas photo dans tous les sondages. Qui est le mieux identifié, c'est le Rassemblement national. Donc il y a ce qu'on peut faire et ce que le fil des événements va faire. Moi, je pense que le fil des événements, étant donné qu'on a raison et qu'on est les mieux identifiés sur les questions, ça va naturellement amener les classes moyennes, notamment celles en voie de paupérisation, qui vont aller vers le Rassemblement national. Et après, ce qu'on peut faire, c'est là-dessus qu'il faut agir. Je pense que c'est sur toutes les questions de crédibilité, de compétences, et notamment sur la question de l'économie, comme ça a été évoqué par mes deux camarades. Vous savez, là, c'est vraiment une remise en cause de nous-mêmes, parce que si les gens ne viennent pas à nous, c'est pas la faute des gens, hein, c'est nous. Ce que je voulais dire par là, c'est que là, je suis très inquiet d'un phénomène que je vois, y compris dans notre famille au sens large. Pas forcément du côté du RN historique, d'ailleurs, plutôt des familles, des galaxies souverainistes, et des commentateurs aussi qui, soi-disant, doivent nous aider, type Génie Bastier, Marianne, tout ça. C'est la guerre contre les retraités. Et je l'ai vu à l'occasion de la question de l'indexation des retraites et du fait que le Rassemblement national ait pris position pour maintenir l'indexation des retraites de base de la sécurité sociale, à savoir les retraites plafonnées à 1 900 €. Hein. Donc c'est pas du tout, je sais pas quel magnat ou très riche aisé retraité. Et on a vu des positions sur des plateaux télé, de gens qui profitent de positions médiatiques que notre combat leur a donné, hein, parce qu'il faut bien donner la parole à quelques souverainistes. Donc il y en a qui ont accédé à une cuillère dorée sur les plateaux et qui oublient à qui ils la doivent. Voilà, dire dégommer les boomers, qui vient de la gauche d'ailleurs, hein, comme expression. Moi je suis désolé, un retraité qui a travaillé toute sa vie dans des conditions qui ont été celles qu'ont connues nos aïeux, il a cotisé, je vois pas pourquoi on devrait lui piquer de l'argent, parce qu'il y a des retraités qui gagnent très bien leur vie. Mais qu'est-ce que c'est que cette logique? Et je vois pas en quoi, ouvrir une guerre contre nos aînés qui seraient soi-disant moins malheureux que les autres, nous apporte quoi que ce soit quand on croit à la nation française ou au peuple français comme un tout. Je ne crois pas que les familles de France aient envie de se diviser le dimanche ou dans leurs fêtes religieuses ou familiales en disant papy il gagne mieux que moi. Je vois pas d'où. Mais vraiment, je suis consterné. D'ailleurs, j'ai affronté Bastier publiquement. Je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est que c'est. Déjà, elle n'avait pas compris la mesure, puisqu'elle pensait que ça concernait les retraités les plus riches, alors que c'était la retraite de base de la sécurité sociale, pendant que les retraites complémentaires, elles, sont indexées. Donc c'était totalement faux sur le fond. Mais l'attitude est tragique. Parce qu'il n'y a rien à gagner dans cette querelle. Donc il faut au contraire donner confiance aux retraités. Et vous savez, oui, c'est un vote de rupture, le vote pour Marine Le Pen et le Rassemblement national, puisqu'on va changer les choses. Donc oui, quand vous avez 70 ans, faire un vote de rupture, quand vous avez votre vie, votre famille, vos engagements, votre maison, vos obligations, peut-être vos maladies, vos difficultés personnelles, choisir un vote de rupture, c'est pas facile. Donc c'est à vous de donner confiance, c'est à nous, de donner confiance aux retraités, et c'est pas en les critiquant qu'on va s'en sortir. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc on peut se faire plaisir sur les réseaux. Je ne vois pas en quoi ça nous amène. Voilà. Très rapidement, je vous prierai. Très rapidement, contrairement aux apparences, on se connaît très peu avec Jean-Philippe Tanguy, donc si on est d'accord, c'est vraiment par communion, voilà, que ça durera ce que ça durera. Donc ensuite, première chose, effectivement, l'attaque contre les retraités. Et d'une part, un non-sens politique, il y a déjà 17 millions de retraités, etc. Donc c'est le genre d'attaque qui ne mène nulle part. Et c'est une attaque, on va citer Eugénie Bastier, allons-y tranquillement, ou en tout cas les gens comme Eugénie Bastier, ça sert à une seule chose. Ça sert à mélanger dans un immense collectif qui sont les retraités, avant tout issus de catégories populaires, laborieuses, etc., les intérêts
de certaines catégories de retraités particulièrement nantis qu'elle a à cœur de défendre. Disons les choses très clairement, c'est pour défendre les retraités bourgeois et possédants qu'on met en cause des notions aussi bizarres que les boomers. Parce qu'en réalité, effectivement, les retraités sont d'abord d'anciens salariés, d'anciens travailleurs, et là, les braquer sur des motifs comme ça sert uniquement, encore une fois, à protéger un certain électorat, voire même, en l'occurrence, un certain lectorat. Bref, pour continuer, j'essaye de ne pas être trop précis, mais je pense l'être. C'est insupportable et c'est le premier point de vue. Le second point de vue, c'est que je ne crois pas 30 secondes que notre succès tiendra au ralliement d'un truc, d'une espèce de licorne, d'une espèce de chimère qu'on appelle la bourgeoisie patriote. Si la bourgeoisie est patriote, et une partie l'est, elle est déjà ici, puisqu'elle est patriote. Donc la bourgeoisie patriote est avec nous, il y en a. Donc à partir de là, celle qui ne veut pas l'être attend qu'on la satisfasse en tant que bourgeoisie et non pas en tant que patriote. Donc elle veut de nouveaux avantages fiscaux et autres. Ça ne nous intéresse pas, et c'est pas cela qui y réclament sans cesse des concessions, parce qu'ils réclament des concessions financières essentiellement, au risque de braquer définitivement les gens qui votent déjà pour nous. De toute façon, cette option a déjà été testée, me semble-t-il, en 2022, avec le succès que l'on connaît. Donc ça, on laisse tomber. Ce qu'il nous faut, c'est des gens issus effectivement comme pour la Révolution française d'ailleurs, des gens issus des classes dominantes, etc., des experts qui apportent leur crédibilité. Ça commence et ça continuera. Dernière chose, ce qui est très important dans le mouvement actuel, qui me donne très confiance, au niveau local dans les Hautes-Alpes comme ailleurs, c'est un mouvement par capillarité qui fait que comme les problèmes des catégories populaires sont en train de devenir les problèmes des classes moyennes et de tout le pays, eh bien on voit arriver des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale, des enseignants, c'est assez étonnant, Luc Rouban a écrit des choses, et des retraités qui comprennent bien, les retraités c'est très simple, ils sont dépendants du bon fonctionnement de l'économie, ils sont dépendants de la production, et ils comprennent parfaitement que le délitement général du pays, finalement, les touchera également. C'est ce fonctionnement par capillarité, ce mouvement profond de la classe moyenne qui, à mon avis, permettra la victoire de nos idées. Je remercie une nouvelle fois nos invités. Je vous demande de les applaudir à nouveau. Je vous invite à quitter la salle, du moins pour ceux qui ne désirent pas nous aider à la ranger. Puisque vous pouvez vous retrouver en fait au rez-de-chaussée, où vous pouvez éventuellement boire un café, ou pour ceux qui doivent partir, je vous souhaite de faire bon voyage, et surtout je vous remercie pour votre présence et pour le succès de cette journée.